Bonsoir, chers étudiants. On est en train de continuer nos cours de ce module Principe de comptabilité. Aujourd'hui, on va aborder le cours numéro 3. On y va? Donc, notre cours va porter sur les charges à payer ainsi que les reports. D'accord? Donc, lorsque on entend le mot charge à payer ou bien report, donc ça concerne la nouvelle année. D'accord? Bien sûr, l'année financière et non pas l'année précédente. Donc, on verra. Alors, notre cours est réparti en deux parties. La première partie concerne les comptes de régularisation ou bien ce qu'on appelle les charges à payer. D'accord? Donc, on va voir comment traiter et comptabiliser les comptes de régularisation ou bien ce qu'on appelle les charges à payer. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'une charge à payer? Donc, le mot charge veut dire des frais, d'accord? Ou bien des fardeaux. C'est ça, les charges à payer. Donc, lors de la réalisation des travaux d'inventaire, donc on a vu dans le cours précédent comment procéder à cette opération. Ça veut dire l'inventaire. D'accord? C'est d'enregistrer le patrimoine de l'entreprise. Donc, à la clôture des comptes, ça veut dire à la fin de l'année financière, il est nécessaire d'enregistrer en comptabilité des charges à payer ou bien des produits à recevoir. D'accord? Donc, on a des dépenses et des recettes, ou bien ce qu'on appelle des charges et des produits. D'accord? Ce sont tous des termes comptables. Donc, ces écritures de régularisation sont à réaliser afin de constater des charges ou bien des produits. D'accord? Donc, le produit c'est le contraire des charges. D'accord? Les charges ou les produits absents des comptes à la date de clôture dont leur réalisation est déjà effective. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, l'entreprise a acheté des approvisionnements. D'accord? Par exemple, elle a acheté des équipements informatiques, par exemple. Et le fournisseur a fait un retard pour livrer cette marchandise. D'accord? Donc, la date de clôture de l'année financière est venue et la marchandise n'a pas encore été réceptionnée. D'accord? Donc, à la date de la clôture, on ne va pas enregistrer cette facture qu'on est en train d'attendre. On va la reporter ou bien au bilan de l'année nouvelle, d'accord? La nouvelle année. Donc, c'est ça, les charges à payer. Donc, l'opération a été faite dans l'année X, mais on ne va pas réceptionner la marchandise jusqu'à ce que la nouvelle année rentre. D'accord? Donc, c'est ça, la définition des charges à payer. Et ça, que veut dire des charges absentes des comptes à la date de clôture. D'accord? Donc,
Plus simplement, il s'agit de la consommation de biens ou bien de prestation de services. D'accord? En économie, on a vu que l'entreprise peut produire des biens et des services. D'accord? Sur l'exercice N, pour lesquels la facturation n'est pas encore réalisée, comme je vous l'ai déjà dit. L'entreprise n'a pas encore reçu la facture. Donc, sur ce même exercice, mais interviendra sur l'exercice N plus 1. Par exemple, moi je suis entreprise. J'ai acheté la marchandise en date du, par exemple, 22/11/2022 et l'année 2023 est venue et j'ai pas encore réceptionné quoi? La marchandise. Donc, je dois l'enregistrer dans le bilan comme étant charge à payer. D'accord? Donc, il faut donc constater cette charge à la clôture de l'exercice. Alors, le Conseil national de la comptabilité, ce qu'on appelle CNC, qui a été remplacé par l'autorité des normes comptables ANC, émet une définition précise dans son avis du 20 avril 2000. Cet organisme précise ceci dans son paragraphe 1.2. Donc, quelle est la définition d'une charge à payer? Donc, selon le Conseil national de la comptabilité, les charges à payer sont des passifs et non pas des actifs. Pourquoi des passifs? Parce que ces montants sont des sorties et non pas des entrées, d'accord? Donc, les charges à payer sont des passifs certains dont il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéance avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges. Donc, alors là, on a l'élément de l'incertitude. L'entreprise, elle n'est pas sûre si elle va réceptionner cette marchandise dans l'année N plus 1 ou bien non, d'accord? Donc, ça va poser des risques, d'accord? Donc, en conséquence, les charges à payer sont rattachées aux dettes. Donc, on peut considérer les charges à payer comme dettes. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça la définition des charges à payer. Alors, maintenant, on va voir comment comptabiliser les charges à payer. Donc, comptabiliser veut dire comment les traiter ou bien comment les enregistrer dans les états financiers. D'accord? Donc, à la clôture des comptes, qui dit clôture dit la fin de l'exercice. D'accord? Donc, la comptabilisation des charges à payer doit passer par le débit du compte de charge. D'accord? Donc, on va l'enregistrer dans la case des débits. Mais lorsque on va la reporter dans la nouvelle année, on va la classer parmi les crédits. D'accord? On verra un exemple. Donc, le débit du compte de charge et de la TVA. Donc, c'est quoi la TVA? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. D'accord? C'est une taxe imposée sur quoi? Sur la consommation. D'accord? Puis, par le crédit du compte de tiers. Et c'est le compte numéro 4, ou bien la classe 4. D'accord? On a vu les 5 classes qu'on doit mentionner dans le bilan. Alors, à noter que le chiffre 8 sera toujours
porter en troisième position du compte à mouvementer au niveau des tiers. Est-ce que vous remarquez 408, 428, 438, 448, 468. Donc, toujours, on porte le chiffre 8 en troisième position. D'accord? Donc, le nombre 4 dans les centaines signifie la classe 4, ça veut dire les tiers. Et le numéro 8, ça concerne quoi? Les charges à payer. Donc, parmi ces comptes de tiers, vous retrouvez les comptes suivants à créditer à la clôture. D'accord? Créditer veut dire que l'entreprise doit ces montants. Donc, premièrement, on a le compte 408. Il concerne les fournisseurs, les factures non parvenues. D'accord? Ça veut dire marchandises non réceptionnées. OK? Ensuite, on a le compte 428. Ça concerne le personnel. Charges à payer et produits à recevoir. D'accord? Donc, personnel veut dire les salaires. Produits à recevoir, par exemple, les gains sont des produits à recevoir. Ensuite, on a le compte 438. Ça concerne les organismes sociaux. Sociaux veut dire les organismes de la protection ou bien de la sécurité sociale, comme par exemple la caisse de retraite. On a aussi les charges à payer et les produits à recevoir. Donc, le compte 448, ça concerne l'État. Charges à payer et produits à recevoir. Divers, donc ça concerne charges à payer et produits à recevoir. D'accord? Donc, on a fournisseurs, personnel, organismes sociaux, État et divers. Donc, ce sont les comptes les plus répandus qui concernent la comptabilisation des charges à payer. Toujours en comptabilisant les charges à payer, le plan comptable général, ou bien ce qu'on appelle le PCG, prévoit également des comptes autres que les tiers. D'accord? Précédemment, on a vu le compte ou bien la classe numéro 4 qui concerne les tiers. Maintenant, on va voir d'autres comptes qui concernent des mouvements. Pour constater les charges à payer, donc voici la liste. Donc, premièrement, on a la classe 1, ça veut dire les capitaux. Donc, premièrement, on a la classe, ou bien le compte 1688 qui concerne les intérêts courus sur autres emprunts. D'accord? Et on a le compte 1788 qui concerne les intérêts courus sur dettes rattachées à des sociétés en participation. Et enfin, on a le compte numéro 5181 qui concerne les intérêts courus à payer. D'accord? Donc, ce sont d'autres charges à payer. D'accord? Qui se diffèrent au compte des tiers. Donc, selon le principe d'indépendance des exercices, donc on a vu quels sont les principes de la comptabilité. D'accord? Parmi ces principes, on a le principe d'indépendance. D'accord? Des exercices, ça veut dire chaque exercice doit être indépendant des autres exercices. Donc, les travaux d'inventaire comportent des tâches permettant la détermination du résultat. Il est donc nécessaire de rattacher une charge
ou bien un produit à l'exercice comptable le concernant. Les régularisations se font au moment de l'inventaire en procédant à une écriture qui sera contrepassée lors de l'ouverture du prochain exercice. Donc, les charges à payer sont des charges courantes qui se rapportent à l'exercice N, mais qui ne sont enregistrées comptablement qu'au cours de l'exercice N plus 1. D'accord? Est-ce que c'est compris? Donc, les charges à payer se rapportent à l'exercice, par exemple 2022, mais lorsque je viens d'enregistrer comptablement cette opération, je dois l'enregistrer au cours de l'exercice 2023. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on procède au traitement des charges à payer. Maintenant, on va passer aux dettes provisionnées. Donc, le plan comptable définit les dettes provisionnées et assimile les charges à payer à ces dettes provisionnées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les dettes provisionnées? Sont des dettes potentielles évaluées à l'arrêté des comptes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'échéance ou le montant sont incertains. D'accord? Alors là, l'entreprise n'est pas certes de ces montants-là. D'accord? C'est pour ça qu'elle doit procéder aux dettes provisionnées. D'accord? Donc, elles ont une vocation irréversible à se transformer ultérieurement en dette. Sont par exemple des charges à payer. Je vais citer quelques exemples. Donc, on a les consommations à la clôture de l'exercice d'eau, d'électricité, de gaz, pour lesquelles la quittance n'est pas encore parvenue. D'accord? Je crois que c'est clair. C'est un exemple clair. Ensuite, on a les achats de marchandises ou de produits pour lesquels les marchandises sont livrées, mais la facture n'est pas encore parvenue. D'accord? Donc, l'entreprise a acheté une marchandise, elle a réceptionné cette marchandise, mais elle n'a pas eu la facture définitive. Donc, elle doit enregistrer cette opération dans l'exercice N plus 1. D'accord? La nouvelle année. Parce que c'est une charge à payer. D'accord? Donc, en réalité, la dette provisionnée et la charge à payer sont des notions très proches, mais qui ne se recouvrent pas totalement. En effet, les dettes provisionnées nécessitent une évaluation, leur montant n'étant pas connu exactement, alors que le montant des charges à payer peut être connu avec certitude. Donc, les dettes provisionnées ou bien les charges à payer sont en raison de leur vocation irréversible à se transformer en dette, classées dans les rubriques des comptes de tiers intéressés. Donc, on les classe dans le compte numéro 4 qui concerne les tiers. Donc, sont des comptes de charges à payer ou de dettes provisionnées, les différents comptes suivants. D'accord? On va voir quels sont ces comptes concernés par les dettes provisionnées. Alors, on a deux classes. Classe 1 qui signifie les capitaux
Et classe 4, qui signifie quoi? Signifie les tiers. Donc, en ce qui concerne les capitaux, ou bien la classe 1, on a le compte 168 qui porte sur les autres emprunts et dettes assimilées. On a le compte 1688 qui concerne les intérêts courus. Ensuite, la classe numéro 4, on a plusieurs comptes. Le compte numéro 408 qui concerne fournisseurs factures non parvenues. Le compte 4081 qui concerne les fournisseurs. Le compte 4084 qui concerne les fournisseurs d'immobilisation. Le compte numéro 4088 qui concerne les fournisseurs intérêts courus. Le compte 4198 qui concerne les rabais, les remises, les ristournes à accorder et autres avoirs établir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un rabais? Qu'est-ce que ça veut dire une remise? Par exemple, lorsque il y a un client fidèle, d'accord? Un client fidèle à l'entreprise, bien sûr, il achète toujours ses produits ou bien ses services. Donc, puisqu'il est fidèle, l'entreprise va lui offrir un rabais ou bien une remise. Ça veut dire qu'elle va faire une diminution des prix. D'accord? C'est ça le rabais ou bien la remise. Et parfois, il y a un autre cas concernant les rabais et les remises. Lorsque les produits souffrent par exemple d'une destruction ou bien par exemple une malformation. D'accord? Donc, elle va faire ou bien offrir un rabais ou bien une remise à leur client. D'accord? On a ensuite le compte numéro 428 qui concerne le personnel, charge à payer et produits à recevoir. Personnel veut dire salaire. On a le compte 4282 qui concerne les dettes provisionnées pour congés à payer. Ça concerne toujours le personnel. Le compte 4284 qui concerne les dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats de l'entreprise. D'accord? On a le compte 4286 qui concerne les autres charges à payer. On a le compte numéro 438 qui concerne les organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir. Donc, on a vu quelques comptes précédemment. On a le compte 4386 qui concerne les charges à payer. Le compte 448 qui concerne l'État, charges à payer et produits à recevoir. Le compte 4486 qui concerne les charges à payer. Le compte 468 qui concerne les créditeurs divers, charges à payer et produits à recevoir. D'accord? Et on a le compte numéro 4686 qui concerne les charges à payer. Donc, ce sont les comptes qui correspondent aux charges à payer. Donc, ce sont les comptes les plus répandus. D'accord? Distinction entre provisions pour risques et charges et les charges à payer. Donc, si l'on admet qu'une charge a trouvé son origine dans un exercice à la clôture duquel elle n'a pas encore été comptabilisée, il convient donc de déterminer s'il faut l'enregistrer en provision pour charge
ou bien en charge à payer. Donc, quelle est cette différence? La distinction entre provision et charge à payer n'est pas toujours évidente, ce qui peut être dommageable à la présentation des comptes et à l'analyse financière qui en est induite. Cependant, dans la plupart des cas, on peut utiliser les critères d'affectabilité et de réversibilité. Donc, quels sont ces critères? Premièrement, la réversibilité d'une charge suppose que cette dernière n'est pas définitive et que certains éléments ultérieurs peuvent la modifier, voire l'annuler. Deuxièmement, on a le critère d'affectabilité d'une charge implique que les bénéficiaires des sommes à débourser peuvent être aisément déterminés. Lorsque une charge est à la fois irréversible et affectable, elle consiste une dépense engagée et doit être inscrite au bilan dans les charges à payer. Dans les autres cas, elle fait l'objet d'une provision. Donc les exemples ci-dessus éclairent l'utilisation des deux critères. Une perte latente n'est pas irréversible et fera donc l'objet d'une provision pour risque. Les congés payés acquis à la clôture de l'exercice présentent à la fois un caractère irréversible et affectable. Ils sont donc enregistrés en charge à payer et on est de même des charges sociales et des charges fiscales sur congé à payer. D'accord? Ce sont les critères les plus répandus pour faire distinction entre provision pour risque et charges à payer. D'accord? Donc, en continuant le traitement comptable des charges à payer, comme tout le monde sait, les charges à payer sont enregistrées au débit du compte de charges intéressé par le crédit d'une des subdivisions des comptes de tiers listés précédemment. D'accord? Donc, on considère les charges à payer comme débit. D'accord? Donc, à l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures sont contrepassées au compte intéressé de la classe 6. Donc, précédemment, on a vu les 7 classes en comptabilité générale et la 6e classe, elle concerne quoi? Elle concerne les charges, ou bien ce qu'on appelle les dépenses. D'accord? Donc, toutefois, les entreprises peuvent également débiter directement le compte de régularisation par le crédit du compte de tiers. Bien sûr, lors de la réception de la facture. Les ajustements éventuels étant enregistrés en compte de charge. Le compte 408, qui concerne les fournisseurs factures non parvenus, est crédité. Pourquoi crédité? Parce que ces montants-là ont sorti. D'accord? Ce sont des sorties et non pas des entrées. Pour cela, on les considère comme crédit et non pas comme débit. Donc, à la clôture de l'exercice, les factures imputables à la période close, mais non encore parvenues. D'accord? Donc, l'entreprise procède à la clôture
des comptes, bien sûr, à la fin de l'exercice financier ou bien l'exercice comptable. Elle a acheté sa marchandise, mais elle n'a pas encore reçu la facture. D'accord? La facture définitive, bien sûr, parce qu'on a deux types de factures. On a la facture pro forma. Donc, la facture pro forma, elle va la recevoir lors du questionnement auprès du fournisseur. Lorsqu'elle veut savoir les prix, donc elle va ramener une facture pro forma. Et la facture définitive, elle va la recevoir lorsqu'elle réceptionne, réceptionne quoi? La marchandise achetée. D'accord? Dont le montant est suffisamment connu et évaluable par le débit des comptes de charges concernés. D'accord? Donc, à l'ouverture de l'exercice suivant, ça veut dire l'année N+1, les écritures sont contrepassées. Toutefois, les entreprises peuvent également débiter directement le compte 408. Donc, le numéro 4 veut dire les tiers, d'accord? Et le numéro 8 veut dire les charges à payer. On a vu cette classe, ou bien ce compte, d'accord? Par le débit du compte 401 à la réception de la facture. Les ajustements éventuels étant enregistrés au compte de charges intéressées. Les charges ont constaté hors taxe. D'accord? Il faut bien observer. Donc les charges, ou bien le montant, il est hors taxe et non pas en TTC. Quelle est la différence entre hors taxe et TTC? Hors taxe, ça veut dire on n'a pas encore imposé la TVA, d'accord? Et TTC, ça veut dire toute taxe est comprise, d'accord? Donc, ils ont payé la taxe. C'est ça la différence entre prix acheté et prix TTC. Alors que les dettes correspondantes sont enregistrées taxes comprises, d'accord? Donc, lorsqu'il s'agit de régularisation de charges à payer, il convient donc d'inscrire la totalité de la dette au compte rattaché au compte de tiers concernés. Donc, qui sont ces tiers-là? Ce sont les fournisseurs, les clients, le personnel, etc. D'accord? Ce sont les tiers les plus répandus. La taxe la concernant étant isolée au sous-compte 404 586, d'accord, qui signifie les taxes sur le chiffre d'affaires, sur les factures non parvenues. Donc, c'est comme ça qu'on traite les charges à payer. Alors, pour mieux comprendre, je vous ai donné un exemple sur les congés à payer. D'accord? Le congé, c'est une charge à payer. D'accord? Donc, l'exercice dit, une entreprise clôt ses comptes au 31 décembre de l'année N. D'accord? Et elle doit constater 20 000 euros de congés à payer. Donc, qui vont recevoir ce montant, ce sont les employés ou bien les salariés. D'accord? Donc, 5 000 euros est octroyé pour qui? Pour les salariés ou bien les employés. D'accord? En plus de ça, 10 000 euros de charges sociales. Donc, qui dit charges sociales dit les caisses de la protection ou bien de la sécurité sociale. D'accord? Comme par exemple la caisse des retraites. Donc, ce sont des charges à payer sur les congés.
Donc, voici comment enregistrer ou bien comment classer ces charges à payer. Quand vous voyez ce qu'on appelle, on a le journal ou bien le livre journal. Donc, le livre journal, on l'a vu précédemment, il se compose de plusieurs cases, y compris le numéro de compte, le journal d'inventaire ou bien ce qu'on appelle la désignation de l'opération comptable, et on a le montant créditeur ou bien débiteur. Donc, on va enregistrer ces charges à payer comme la suite. Donc, congé à payer est classé dans le compte numéro 6412. Moi, toujours, je regarde le numéro des centaines. J'ai le numéro 6. Donc, le numéro 6 concerne les charges ou bien la classe 6. D'accord? Donc, les dates provisionnées pour congés à payer sont enregistrées dans la classe 4282. Et ça concerne bien sûr les tiers. Ce sont des employés, du personnel, des salariés. Donc, c'est pour ça qu'on trouve le numéro 4 dans le chiffre des centaines. D'accord? Donc, congé à payer, c'est un compte débiteur, bien sûr. Et dette provisionnée pour congé à payer, c'est un montant créditeur. On va toujours du débit vers crédit. D'accord? On a toujours les entrées, ensuite les sorties. Donc, ce montant-là, 20 000 euros, est sorti de l'entreprise ou bien de la caisse de l'entreprise. Pour cela, on le mentionne dans la case des crédits. D'accord? Ça concerne le personnel. Maintenant, on va voir comment enregistrer les charges sociales. D'accord? Ça concerne les caisses de la protection sociale. Donc, on a la classe 6455 qui concerne les charges sociales sur les congés payés. D'accord? Et on a la classe 4382 qui concerne les charges sociales sur congés à payer. D'accord? Donc moi, d'où puis-je en sortir ces informations-là? Ou bien ces intitulés des opérations, bien sûr, je dois consulter le plan comptable général que je vous ai donné la fois passée. La fois passée, je vous ai laissé un lien, d'accord? À travers ce lien, vous pouvez consulter quelles sont les classes concernant l'opération comptable effectuée, d'accord? Donc, on a 10 000 euros un compte créditeur et 10 000 euros un compte débiteur. Toujours, le premier compte, c'est un débit parce que ce sont des entrées, des montants qu'on peut les trouver dans la caisse de l'entreprise. Et on a les crédits, ce sont des sorties. Donc, ce montant va sortir de la caisse de l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on traite les charges à payer qui concernent les congés. D'accord? Donc, ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est comment enregistrer ou bien comment traiter les charges à payer du congé, bien sûr, qui concernent l'année N. Maintenant, on va reporter ces opérations avec leur montant à l'exercice suivant. Ça veut dire l'année N plus 1. D'accord? Donc, dans l'exercice suivant, on va
inverser les intitulés. D'accord? Je vais vous expliquer. De cette manière, la charge constatée dans les comptes est bien intégrée au résultat de l'exercice. D'accord? Ce qui est sur l'exercice précédent. Toutefois, il ne faut pas omettre de contrepasser ces mêmes écritures à l'ouverture de l'exercice suivant. Ça veut dire qu'on doit reporter ces montants à l'exercice suivant. Donc, voici l'écriture à enregistrer dans les comptes de la société au premier jour de l'exercice suivant. Ça veut dire le 1er janvier 2023. D'accord? Ce qu'on a vu précédemment, c'est à la clôture de l'année 2022. Ça veut dire le 31/12/2022. Maintenant, on va voir comment reporter ces montants dans l'exercice 2023, bien sûr, daté du 1er janvier 2023. Donc, on a inversé. Le crédit va devenir débit et le débit va devenir crédit. Donc, on avait les congés à payer, ils vont devenir des dettes provisionnées pour congés à payer. Et vice-versa. Les dettes vont devenir des congés à payer. D'accord? On a inversé les lignes. Vous pouvez remarquer ça. Comparer entre les deux livres journal, d'accord? Ça concerne les congés payés du personnel. Concernant les charges sociales, on a aussi inversé les lignes. Donc, les charges sociales sur congés à payer ont devenu des débits et les charges sociales sur congés à payer sont devenues des crédits. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on enregistre les charges à payer qui concernent le personnel ou bien les congés dans la nouvelle année. Maintenant, on va voir un autre exemple, mais cette fois-ci avec une facture non parvenue. D'accord? Donc, qui dit facture non parvenue dit que la nouvelle année est rentrée et l'entreprise n'a pas encore reçu la facture définitive. D'accord? Mais la marchandise est achetée durant l'année précédente, d'accord? Donc, si l'on repart du même exemple que précédemment, mais pour une livraison de marchandises intervenue avant le 31 décembre de l'année N, mais pour laquelle la facture n'a pas été émise, ni même reçue du fournisseur. Donc, cette livraison s'élève à 5 000 € hors taxe. D'accord? Hors taxe veut dire elle n'est pas soumise aux impôts. D'accord? Donc, voici l'écriture à passer dans les comptes chez le client pour une facture non parvenue. Donc, comment traiter cette facture-là? Alors, donc, j'ai le numéro de compte débiteur 6071 qui signifie l'achat de marchandises. D'accord? Donc, c'est un montant débiteur de 5 000 €. D'accord? Pourquoi on le mentionne dans la case des débits? Parce que ce sont des entrées. D'accord? L'entreprise possède ce montant. Donc, où il va y aller ce montant? Vers les fournisseurs, d'accord? Mais avant, on va inclure la TVA sur la facture non parvenue. Donc, ce compte qui concerne la TVA est classé dans la classe numéro 4. Celui 44 586. D'accord? Ça concerne la TVA sur les factures non parvenues. Donc, on a 1 000 €
de TVA. D'accord? Et ces montants-là vont aller aux fournisseurs des factures non parvenues. Donc, c'est le compte créditeur numéro 4081 et on a un compte créditeur qui est égal à 6000 euros. Donc, vous remarquez qu'on a fait l'addition entre 5000 euros et 1000 euros pour avoir le montant créditeur 6000 euros. D'accord? C'est comme ça qu'on mentionne des opérations de l'année N. Mais on n'a pas encore fini. Dans le prochain diapo, on va voir comment reporter ces opérations dans le livre journal de l'année N+1. Allons. Donc, voici l'écriture à passer dans les comptes chez le fournisseur pour une facture à établir. Alors, ça concerne l'année N. D'accord? Donc, on a le numéro 4181. Ça concerne les clients facture à établir. Donc, on a le montant débiteur de 6000 euros. Pourquoi 6000 euros? Parce que c'est le client qui possède ce montant maintenant. D'accord? Le montant est rentré dans la caisse du client. D'accord? Plutôt du fournisseur. D'accord? Donc, on a le compte des ventes de marchandises 7071, 5000 euros créditeur. On a le compte 44 587 qui concerne la TVA sur les factures à établir. On a 1000 euros. Donc, on a fait l'addition entre 5000 et 1000 et on a reçu 6000 euros. Donc, qui va recevoir ce montant de 6000 euros? C'est le fournisseur. D'accord? Donc, ce journal d'inventaire va s'établir au niveau du fournisseur. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on traite les factures non parvenues. Parfois, l'entreprise remarque qu'il y a des charges constatées d'avance. D'accord? Comme par exemple l'électricité, le téléphone. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit constater d'avance ces charges-là. Donc, qu'est-ce qu'une charge constatée d'avance? Ou bien ce qu'on appelle la CCA. Donc, c'est une charge constatée d'avance correspond à une facture payée et comptabilisée sur l'exercice N. D'accord? Dans le bien où le service n'a pas encore été réceptionné, totalement ou partiellement, à la date de clôture des comptes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un achat comptabilisé en année N, mais non encore réceptionné. Ça veut dire achat de marchandises en N avec délai de livraison en N+1, par exemple. Par exemple, moi je suis entreprise, j'ai acheté une marchandise en année 2022 et aujourd'hui on est juin 2023 et j'ai pas encore réceptionné cette marchandise. Par exemple, elle est sur commande, elle va prendre du temps pour être produite, par exemple. Donc pour cela, le fournisseur va faire un retard pour livrer cette marchandise. Donc, l'entreprise a constaté ce retard de livraison. Pour cela, elle va préciser quelles sont ces charges d'avance qui vont être réceptionnées et enregistrées en 2023. Donc, une charge à payer est comptabilisée en N pour un produit ou un service dont on sait qu'il sera réalisé en N+1, qui veut dire l'année prochaine. D'accord? Payer une
campagne de publicité en N pour mise en place en N+1 par exemple. D'accord? Donc, une facture réceptionnée pour une période étalée sur 2 exercices, facture par exemple de maintenance, ou bien facture d'honoraires pour plusieurs mois, à cheval sur 2 exercices. D'accord? Donc, c'est ça, les charges constatées d'avance. Donc, pourquoi faut-il traiter les charges constatées d'avance différemment? Donc, les charges constatées d'avance sont à traiter de manière spécifique car, justement, elles s'étalent sur plusieurs exercices. Or, l'un des principes fondateurs de la comptabilité est celui de l'indépendance des exercices. D'accord? Donc, l'indépendance des exercices oblige à rattacher chaque charge et chaque produit à l'exercice auquel il se rapporte. Donc, on va reporter les charges et le produit en l'année suivante. D'accord? Ceci pour répondre à un autre principe fondateur de la comptabilité, qui consiste à présenter des comptes reflétant une image sincère et fidèle de l'entreprise. Donc, les charges constatées d'avance doivent être traitées comme telles, via des écritures comptables particulières. Ces exercices ou bien ces écritures permettant un rattachement des charges de l'année et des années ultérieures au compte de résultats correspondants. D'accord? Prenons pour exemple une dépense payée en N, représentant des honoraires d'une prestation étalée entre N et N+1. Donc la charge totale est payée et comptabilisée en N. La charge correspondant aux honoraires N+1 est neutralisée en N du montant correspondant à la charge payée et comptabilisée d'avance. Donc la charge neutralisée en N est reportée sur l'exercice N+1. Donc, ces opérations à réaliser avant la clôture ont pour objectif d'identifier les charges à rattacher sur l'année pour le compte de résultat. De ce fait, elles influencent l'impôt sur les bénéfices. D'accord? Donc, les charges à payer vont influencer les impôts. D'accord? Donc, le compte de résultat de l'année N prendra uniquement en compte la charge correspondant à l'année N. Mais le compte de résultat de l'année N+1 prendra uniquement en compte la charge correspondant à l'année N+1. Et on va voir maintenant un exemple pour mieux comprendre comment faut-il traiter les charges constatées d'avance. D'accord? Alors là, je vous ai donné un exemple des écritures de traitement des charges constatées d'avance. Donc, on a une facture de maintenance de 2 ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Donc, on a 2 ans d'activité. Donc, cette facture est de 3 600 € TTC. Ça veut dire en toutes taxes comprises. Donc, la TVA est comprise, d'accord? Et cette facture est comptabilisée en janvier 2021. D'accord? Donc, à la clôture de l'année N. Donc, comme vous voyez, on a la date de l'opération, la comptabilisation de la facture à payer, les débits et les crédits. Donc, la première opération, donc on a bien sûr
le numéro de compte, ensuite l'appellation de l'opération. Donc, concernant le compte numéro 615 000, donc ça concerne la maintenance hors taxe de l'année 2021-2022. D'accord? Donc, elle est de 3 000 euros. Et c'est un compte débiteur. Pourquoi débiteur? Parce que l'entreprise possède ce montant. Elle n'a pas encore payé le fournisseur. D'accord? Ensuite, on a le compte 445 660 qui concerne la TVA déductible qui est égale à 20% des bénéfices. Donc, c'est un montant qui doit être classé parmi les débits, d'accord? Parce qu'il n'est pas encore sorti de la caisse de l'entreprise. Et on a le compte 401 000 qui concerne les fournisseurs et c'est un compte qui concerne les crédits qui est égal à 3 600. Donc 3 600, on a fait l'addition de 3 000, d'accord, l'opération de la maintenance, plus le montant de la TVA qui est égal à 600. Donc l'addition va nous donner la somme 3 600. Ça, c'est comptabilisé au début ou bien à l'ouverture de l'année 2021. Deuxième opération est effectuée à la fin ou bien à la clôture de l'année 2021. D'accord? Donc, le premier compte concerne la maintenance hors taxe neutralisation de l'année 2022. C'est un montant qui doit être mentionné dans la case des crédits. Pourquoi des crédits? Parce que l'entreprise a payé ou bien elle va payer ce montant, d'accord? Et le deuxième compte concerne les charges constatées d'avance. Et c'est un compte qui doit être mentionné dans la case des débits. Donc les débits sont des entrées et les crédits sont des sorties. D'accord? Et à la clôture, ou bien après la clôture de l'année 21, qu'est-ce qu'il va arriver? L'ouverture de l'année 2022. Donc, dans janvier 2022, on a constaté les opérations suivantes. Donc, extourne des charges constatées d'avance. On a maintenance hors taxe reprise de l'année 2022 qui est égale à 1500 euros. C'est un compte débiteur. Et on a les charges constatées d'avance qui est égal à 1500 euros et c'est un compte créditeur. Donc, est-ce que vous voyez qu'on a inversé? Donc, le crédit est devenu débit et le débit est devenu crédit. Pourquoi? Parce qu'on a reporté les montants des opérations des années précédentes à l'année 2022. D'accord? Donc, l'entreprise va payer 1500 euros comme charge constatée d'avance. Maintenant, on va aborder le traitement des charges constatées d'avance et leurs problématiques. Donc, traiter les charges constatées d'avance à chaque période de clôture pour réaliser les comptes annuels dans les conditions que nous venons d'aborder. Il convient donc d'identifier dans les comptes de charges les factures faisant l'objet
de charges constatées d'avance. Donc, dans le même esprit d'indépendance des exercices, il faut aussi identifier et traiter ce que l'on appelle les factures non parvenues, ou bien ce qu'on appelle le FNP. Donc la FNP, ou bien les factures non parvenues, est une facture non encore réceptionnée en clôture de l'année N, relative à une prestation ou bien un service livré et payé en l'année N. Le traitement des charges constatées d'avance et le traitement des factures non parvenues entrent dans le cadre de la mission appelée le cut-off comptable, à savoir l'attribution des charges et des produits à l'exercice auquel ils correspondent. Donc, c'est quoi le terme de cut-off? Donc, ça concerne le traitement des factures non parvenues. D'accord? L'entreprise a acheté une marchandise. Elle n'a pas encore réceptionné cette marchandise jusqu'à ce que la nouvelle année rentre. Donc, dans ce cas-là, on parle du cut-off. D'accord? C'est un mot anglais. Ensuite, on va aborder les problèmes de timing et de précision. Donc, qui dit timing? Bon, c'est un mot anglais qui veut dire le choix du moment exact. Timing vient du mot time, moment. D'accord? Donc, comment choisir le meilleur moment? Les travaux d'inventaire pour identifier les charges constatées d'avance, d'accord, et les factures non parvenues sont chronophages. Ça veut dire classés par ordre chronologique. Ils mobilisent les services financiers et opérationnels à chaque clôture d'exercice. En cours d'exercice, l'absence des écritures de comptes constatés d'avance et factures non parvenues brouille la réalisation des budgets et l'exactitude des données pour les services du contrôle de gestion. Donc, de manière générale, il est communément admis que les charges constatées d'avance et les factures non parvenues sont les principaux freins à l'accélération de la clôture des comptes et à la mise en place du fast close en entreprise. D'accord? Fast close veut dire la clôture rapide des comptes. Donc, freine l'élaboration des budgets et diminue l'exactitude des prévisionnels. D'accord? Alors, on va passer au terme expenses. D'accord? Donc, c'est un mot anglais qui veut dire les yeux. Ça veut dire que l'entreprise doit orienter ses yeux vers les achats. Donc, il y a un logiciel qui existe qui s'appelle Expenses. D'accord? Donc, c'est un logiciel de comptabilité analytique qui permet aux entreprises d'optimiser leur suivi des achats. D'accord? Donc, c'est une notion en comptabilité. C'est une solution pour, pourquoi? Pour les charges non parvenues, ou bien les factures non parvenues, ou bien les charges constatées d'avance. D'accord? Donc, c'est quoi la solution expenses? Donc, pour parer ces problématiques et fluidifier le travail des fonctions comptables et budgétaires, Expenses a conçu un outil permettant l'automatisation du traitement des charges constatées d'avance. D'accord? Qui dit traitement automatique dit logiciel. D'accord? C'est informatisé. Bien sûr, et des factures non parvenues. L'automatisation
des charges constatées d'avance et des factures non parvenues. Donc, l'outil se connecte à l'ERP de l'entreprise pour en analyser les données. Il a été conçu pour réaliser les pré-travaux de cut-off comptable, y compris l'identification des charges constatées d'avance et les calculer. Deuxièmement, la réalisation des prévisionnels budgétaires ajustés et identifier les factures non parvenues, ensuite les calculer, ainsi que la réalisation des écritures des factures non parvenues et des charges constatées d'avance. Donc, la solution Expenses, c'est un logiciel comptable qui permet de résoudre ce problème d'incertitude. D'accord? Donc, quels sont les bénéfices de la solution Expenses? Donc, les écritures des charges constatées d'avance sont détectées au fil de l'eau et générées en temps réel tout au long de l'exercice. Ça veut dire durant l'année financière. Donc, vous êtes libéré du traitement des charges constatées d'avance au moment de la clôture des comptes. D'accord? Donc, le logiciel, c'est lui qui va s'occuper du traitement. Les écritures des factures non parvenues sont identifiées, calculées et générées en clôture d'après un prévisionnel automatique. D'accord? Des commandes de l'exercice cible. Les opérationnels peuvent corriger ce prévisionnel en quelques clics. Donc, enfin, l'entreprise gagne du temps en période de clôture et elle dispose de prévisionnels ajustés tout au long de l'exercice. Donc, ce sont les bénéfices du logiciel Expenses. Donc, c'est quoi les plus Expenses? Expenses est facile à prendre en main. Une fois la solution intégrée et paramétrée, donc on parle du logiciel bien sûr, elle est indépendante de l'ERP de l'entreprise. Donc, c'est quoi l'ERP de l'entreprise? Donc, c'est un logiciel. C'est une appellation anglaise qui veut dire Enterprise Resource Planning. Donc, ça veut dire la planification des ressources de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est un logiciel qui permet de planifier les ressources de l'entreprise. Et le logiciel Expenses est indépendant de ce logiciel. Donc, elle ne modifie pas les paramètres. Expenses se contente d'analyser les données de l'ERP. D'accord? Donc, Expenses pour qui a été conçu pour les services comptables et financiers des ETI, des grands comptes et administrations, dans l'objectif d'améliorer le fonctionnement de leurs fonctions support, comptabilité, contrôle de gestion, achat et budget. De même, pour les cabinets de commissariat aux comptes, dans le cadre des contrôles de conformité des données. Donc, ce logiciel est utilisé au sein des entreprises ainsi que le commissaire aux comptes. D'accord? Lui aussi, il utilise ce logiciel pour contrôler et procéder à l'audit des opérations ou bien des états financiers établis au sein des entreprises. D'accord? Donc, la deuxième partie de ce cours porte sur les reports à nouveau. Donc, c'est quoi un report à nouveau? C'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc,
qu'est-ce que le report à nouveau? Le report à nouveau fait partie des choix qui s'offrent aux associés d'une entreprise au moment de distribuer les bénéfices à la fin d'un exercice comptable. Donc, le report à nouveau, donc, c'est quoi? Il concerne la distribution des bénéfices. Donc, à la fin de l'année ou bien de l'exercice comptable, l'entreprise va réaliser des gains ou bien des bénéfices. Donc, ces bénéfices-là seront distribués entre qui? Entre les associés. D'accord? Donc, comment reporter ces gains ou bien ces bénéfices lorsque la nouvelle année rentre? Donc, à la fin d'un exercice comptable, dans un délai de 6 mois, les associés ou les actionnaires d'une entreprise se réunissent en assemblée générale ordinaire, ce qu'on appelle la GO, pour les points suivants. Premièrement, approuver les comptes annuels. Deuxièmement, voter l'affectation du résultat. Et troisièmement, clôturer les comptes. D'accord? Donc, à cette occasion, ils décident de distribuer les bénéfices en dividendes. Donc, c'est quoi les dividendes? Ce sont les gains venus de quoi? Venus des actions et des obligations. Après avoir placé le capital de l'entreprise, par exemple, dans des marchés financiers. D'accord? En partie ou bien en totalité, c'est-à-dire de rémunérer les investisseurs. Donc, l'entreprise qui investit dans le domaine, par exemple, des marchés financiers, par exemple. Donc, les détenteurs de parts sociales dans l'entreprise. Ou bien, le deuxième cas, c'est de placer les bénéfices en réserve. D'accord? Donc, en partie ou bien en totalité, notamment lorsque les statuts imposent la constitution de réserves complémentaires à la réserve légale. Donc, pour chaque entreprise, elle doit garder un réserve ou bien ce qu'on appelle un seuil légal des bénéfices. D'accord? Donc, elle ne doit pas distribuer ce réserve sur qui? Sur les associés. Elle doit le garder. D'accord? Ou bien, en cas de bénéfice ou bien de perte, de reporter leur décision à une prochaine assemblée générale. Donc, c'est ce qu'on appelle le report à nouveau. D'accord? Donc, le report à nouveau concerne le cas des bénéfices lorsqu'on les rapporte à une année prochaine. D'accord? Donc, le report à nouveau ou bien ce qu'on appelle l'RAN. Donc, dans ces deux derniers cas, il s'agit de constituer une source de financement interne. Donc, le report à nouveau est donc une écriture comptable qui agit comme une mise de côté des résultats non affectés. C'est-à-dire, elle n'est pas, ou bien ces résultats n'ont pas distribué entre les associés, dans l'attente d'un arbitrage. Arbitrage veut dire la prise de décision. Donc, à savoir, la distribution du report à nouveau ou bien sa soustraction des bénéfices distribuables peut être effectuée sur une période limitée de 10 ans. Donc, le report à nouveau peuvent donc s'accumuler, s'additionner ou bien se soustraire les uns aux autres pendant plusieurs années. Donc, on va voir quels sont les principaux comptes concernant le report à nouveau. Alors, on va voir le report à nouveau dans le bilan.
Qu'il soit positif ou bien négatif, le report à nouveau apparaît en haut du passif du bilan, car il fait partie des capitaux propres de la société. Donc, le report à nouveau appartient à la classe numéro 1, d'accord, la classe 1, qui concerne les capitaux. Donc, le bilan comporte les actifs et les passifs. Dans la partie des actifs, on a actifs immobilisés, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, immobilisation financière, actifs circulants, stock, créances, disponibilité et autres actifs. Et dans la partie passif, on a les capitaux propres, capital réserve, résultat de l'exercice, que ce soit positif ou négatif. Ensuite, on a le report à nouveau. D'accord? Il peut être positif ou bien négatif. On a les dettes financières, les dettes d'exploitation, les dettes sur l'immobilisation et autres dettes. Donc, c'est comme ça qu'on doit écrire le report à nouveau dans le bilan. Donc, il appartient au passif du bilan. D'accord? Alors, en cas où le report à nouveau est débiteur, ça veut dire négatif. Donc, le report à nouveau débiteur signifie que des pertes ont été générées par des résultats négatifs lors des exercices comptables antérieurs et vient donc diminuer. Diminuer quoi? Les capitaux propres ou les dividendes à verser aux actionnaires si les résultats suivants sont bénéficiaires, l'appurement des dettes étant prioritaire. D'accord? C'est dans le cas où le report à nouveau est négatif ou bien débiteur. En cas où le report à nouveau est créditeur ou bien positif, lorsqu'à la fin de son exercice comptable, l'entreprise réalise un résultat bénéficiaire, ses associés pourront décider d'affecter une partie des bénéfices au report à nouveau créditeur. Donc, lors des prochaines assemblées, ils pourront décider soit de distribuer en dividendes aux associés tout ou partie, soit de le mettre en réserve légale ou statutaire, constituant ainsi un coussin de sécurité financière capable d'absorber les pertes futures. Sinon, acter le report de la décision à une assemblée ultérieure. D'accord? Ce sont les cas primordiaux du report à nouveau. Alors, maintenant, on va voir comment calculer le rapport à nouveau. On va voir un cas pratique. Donc, voici la formule du report à nouveau. Le report à nouveau est égal au bénéfice net de l'exercice plus ou moins le report à nouveau antérieur moins les dotations aux réserves moins les dividendes versés. Il est obligatoire d'affecter 5% des bénéfices chaque année à la réserve légale, tant qu'elle n'a pas atteint 10% du capital social. Donc, c'est une règle à respecter. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si au 31 décembre 2020, on obtient ce bilan avant répartition, que ça soit partie capitaux propres, et si la décision à l'issue de l'Assemblée est de mettre en réserve, en accord avec les statuts, 5 euros par part sociale, de ne pas mettre l'argent dans la réserve facultative, d'attribuer aux associés un intérêt statutaire de 8% du montant du capital, d'attribuer aux associés un super dividende de 20 euros par part sociale
et de faire le report à nouveau du solde non affecté. Donc, on va voir comment traiter ce cas-là. Alors, cela donne cette affectation des résultats. Donc, on a bénéfice net de l'exercice, plus ou moins report à nouveau de l'année N-1, bénéfice à répartir, réserve légale, réserve statutaire, bénéfice distribuable, dividende, superdividende et report à nouveau. Comment comptabiliser le report à nouveau? Ça veut dire comment on doit mentionner ces montants, que ce soit dans le livre journal ou bien le bilan ou bien n'importe quelle pièce des états financiers. Donc, si le report à nouveau est créditeur, ça veut dire qu'on a le cas de, ou bien un cas négatif, d'accord? Donc, il se comptabilise de la manière suivante. Débiter le compte 120 au résultat de l'exercice. Donc, et créditer le compte 110 du bilan ou bien du plan comptable général au report à nouveau solde créditeur. Donc, si le report à nouveau est débiteur, ça veut dire un cas positif, il se comptabilise de la manière suivante. Débiter le compte 119 du bilan ou bien du plan comptable général au report à nouveau solde débiteur et créditer le compte 129 résultat de l'exercice en cas de perte. D'accord? Donc, qui dit débiter, ça veut dire sortir de l'argent. Créditer, ça veut dire euh, posséder de l'argent. D'accord? Donc, quel est l'intérêt de reporter des résultats positifs? Par exemple, une entreprise peut décider de ne pas redistribuer la totalité ou bien une partie des bénéfices aux associés, ni d'alimenter ses réserves. Pourquoi? En enregistrant les bénéfices dans le report à nouveau, l'entreprise augmente son actif et octroie sa valeur sans s'endetter. Donc ça va euh, aider l'entreprise d'éviter l'endettement ou bien d'emprunter auprès des établissements financiers, par exemple les banques commerciales, par exemple. Ainsi, un report à nouveau positif est révélateur de la santé de l'entreprise, bien sûr, car il prouve une solide capacité d'autofinancement. D'accord? L'entreprise ne sera pas obligée d'emprunter parce qu'elle a une capacité d'autofinancement, ainsi qu'une offre de sécurité financière en cas de perte dans les exercices futurs. Donc, puisqu'elle a un réserve ou bien un seuil légal, donc elle va affronter ce problème de perte et donne un éclairage sur l'absence de perte lors des exercices précédents. Donc, c'est les principaux euh, intérêts de reporter les résultats positifs. Donc voilà, c'est le cours d'aujourd'hui. À la prochaine.